Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue. My people are not qualified for this. We're oil workers. Lieutenant Kopp will transfer it down to you with a SEAL team. You'll do absolutely nothing without direct orders from me. There is something down there. Something not us. Not human. Please, you have to trust me. It was the most beautiful thing I've ever seen. We all see what we want to see. He sees hate and fear. You have to look with better eyes than that. Non, ça va, ça va. Nom de Dieu Tout-Puissant, on dirait que tu me plais. Il essaie de communiquer. C'est bête. C'est merveilleux. C'est moi. Et bonsoir à tous, bonsoir mes abonnés, et bonsoir à toi, ma très chère Samael 3SX. Je viens de voir que tu t'es abonné à ma chaîne,
eh bien, bienvenue à toi. Et donc, je te fais un petit coucou. Voilà, bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Alors, vous savez de quoi nous allons parler ce soir? Nous allons revenir en arrière, en 1989, pour parler d'un film de James Cameron, notamment Abyss. Et oui, car pourquoi je vous parle d'Abyss? Car figurez-vous que Abyss va sortir donc en 4K et qu'il est très très attendu, du moins pour ceux qui ont connu ce film à l'époque, qui était quand même bien fait. Et puis bon, c'est James Cameron aussi, hein, donc je vous ai montré la bande-annonce, pardon, et là je vous ai montré un petit extra. Et j'espère que vous allez bien tous ce soir. Moi, je suis en bonne santé, tout va bien, le moral aussi, tout est nickel pour moi. Voilà, et j'espère que pour vous aussi. Alors ce soir, donc, je vais vous parler un peu du synopsis de Abyss, la version longue, bien sûr, parce qu'il y a une version courte et une version longue. Et c'est vrai que la version longue est beaucoup plus intéressante que la version courte, hein. À votre santé, au fait. Donc, par quoi nous allons-nous commencer? Voilà, Abyss, le film. Un film de science-fiction américain écrit et réalisé par James Cameron, sorti en 1989. Il met en vedette les acteurs Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastroianni et Michelle Bryan dans le rôle principaux. Voilà, quand un sous-marin de la marine des États-Unis coule dans l'océan Atlantique, une équipe de recherche et de récupération de la marine américaine, les commandos du SEAL sont envoyés en secours et doivent traverser avec l'équipage d'une plateforme pétrolière sous-marine pour atteindre le navire échoué au fond de l'océan. Mais au cours de l'opération, les protagonistes font la rencontre d'une nouvelle et mystérieuse forme de vie. Alors, il faut savoir, quand James Cameron avait sorti donc Abyss et avait donc voulu créer ce type d'extraterrestre sous-marin, il avait fait une exploration sous-marine avec du matériel, hein, car vous savez, James Cameron est une personne qui protège beaucoup le climat, aussi bien océanique que la nature. Et en fait, quand il avait fait un reportage, je me souviens avec vous, où il est allé profondément quand même sous l'eau, hein, et il a vu des créatures organiques qui vivent dans l'obscurité, dans justement les abysses, le noir complet, qui font de la lumière et qui vivent vraiment à des kilomètres de fond marin, cachés par la lumière du soleil. Et en fait, quand il a fait cette exploration, même s'il a vu qu'il y avait beaucoup de poussière, il y avait quand même quelques créatures organiques qui vivaient à des kilomètres de fond comme ça, dans l'obscurité et le froid, et qui faisaient voilà, de la lumière. Et en fait, quand il a voulu sortir le film Abyss, voilà, enfin cette histoire d'Abyss, justement, il s'est inspiré de ces créatures organiques, avec, bien sûr, avec un peu de science-fiction. Et c'est donc ça, à James Cameron, qui lui a donné donc l'idée de faire ce film avec ces créatures. Abyss, pour moi, est un film que j'aime beaucoup, hein. Et il y a beaucoup de choses à dire hein, quand même sur ce film, hein. Je sais qu'à l'époque, il y en a qui avaient aimé et d'autres pas, hein, mais quand même, hein, c'est du James Cameron, hein, ça reste quand même du classique, et surtout un bon film avec un bon scénario derrière, et quand même des acteurs qui jouent dedans dans les années 80 qui étaient quand même connus. Voilà.
Ah oui, alors, pour vous lire la suite, Abyss est un huis clos assez oppressant, dû à l'insolement physique des personnages, se trouvant sous l'eau à plusieurs centaines de mètres de profondeur, à l'impossibilité pour quiconque de remonter à la surface, problème de décompression et tempête en surface, à la présence de militaires à bord, dont un avec un syndrome neurologique, et à l'apparition au fond de l'eau de phénomènes surnaturels inexplicables et indiquant au cours de la mission de sauvetage. À la sortie, en salle, le film est un échec commercial, malheureusement. Aux États-Unis, malgré de bonnes critiques, mais reçoit un bon accueil public à l'étranger et notamment en France. Et oui, pourtant il n'a pas très bien marché aux États-Unis, et pourtant en France, quand les personnes, on leur parle d'Abyss, ils disent « Ah oui, c'est un très bon film ». Et moi, je trouve que c'est un très très bon film aussi. Voilà, marqué par un tournage particulièrement éprouvant pour les acteurs, Abyss met en vedette des effets visuels innovants pour l'époque, présentés notamment des effets spéciaux novateurs sur des liquides de film. Le film remporte d'ailleurs l'Oscar du meilleur effet visuel lors de la cérémonie des Oscars de 1989 et obtient aussi 3 autres nominations. Alors, même s'il n'a pas bien marché aux États-Unis, il a été quand même bien récompensé. Et bon, moi en tout cas, j'ai toujours plaisir à aimer James Cameron pour qu'il fait. Hein. Regardez Terminator, le jugement dernier, très très bon. Avatar, c'est pareil, très très bon. Titanic, hein, pour ceux qui connaissent, avec Leonardo DiCaprio, qui était très bien fait. D'ailleurs, il y a une version courte et une version longue. Hein. James Cameron m'a toujours surpris hein, dans ses films. Hein, voilà. Il a fait beaucoup de choses. Et bon, il est très très connu. Et puis bon, il est connu aussi pour sauver un peu tout ce qui est du domaine de la nature, etc. Vous savez hein, que ce réalisateur fait des bons films, hein, comme vous savez, et puis il organise aussi des émissions hein, de reportages marines ou nature qui sont très intéressantes. Hein. Si vous n'en avez pas vu, je vous invite vraiment à découvrir les secrets de notre ami James Cameron. Voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer une autre... car je suis sûr que vous voulez en voir plus. Hein. Donc je vais vous passer un autre extra et on se retrouve tout de suite après. Allez, ne me quittez pas, à de suite.
impressionnant, hein. Alors imaginez, vous êtes sous l'eau, vous faites des réparations, et soudain vous avez un immense engin ressemblant à une immense raie, avec des lumières partout, hein, car c'est vraiment comme ça que c'est représenté, qui débarque chez vous pour vous observer. Alors comme vous pouvez voir, ils sont petits, ils sont gros, voilà, et surtout ils ont un pouvoir qui est énorme, c'est qu'ils contrôlent un élément et ils contrôlent l'eau. Alors imaginez si vous aviez des créatures qui contrôlaient l'eau, et ben ça serait longtemps que tous les continents dans ce globe immense et immense planète seraient engloutis si pareille créature existait sur Terre. Enfin même, ça reste de la science-fiction, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant à voir et à découvrir pour les jeunes, surtout qui n'ont pas connu ce genre de film, hein. Hein, donc ceux qui ont 20 ans, 25 ans et qui ont 30 ans pour certains, qui n'ont pas connu ce type de film. C'est vrai, c'est de la science-fiction, mais c'est intéressant. Voilà, maintenant je vais vous lire le synopsis avec plus de détails. Je vais mettre mes jolies lunettes, hein, quand même. C'est pas souvent que je les porte, mais là j'ai décidé de les porter. Alors bonjour, ici Clark Kent. Je n'ai pas le S de Superman, hein, désolé. Donc, synopsis détaillé. Alors, un sous-marin de l'USS Navy, voilà, l'US Montana, un navire nucléaire lanceur d'engins heurte une paroi rocheuse et coule au cours d'une manœuvre d'évitement quand ils approchent par un objet sous-marin non identifié qui se déplace à une vitesse incroyable. Le Montana repose alors par 274 mètres de profondeur, non loin du bord de la fosse, donc la fosse où apparaissent les créatures, Caïman, à 7686 mètres de fond. Alors vous avez vu un peu comme c'est profond, hein, quand même, hein, vous avez intérêt à être bien protégé, hein. Tandis que les navires soviétiques convergent vers la zone pour tenter de récupérer les équipements du sous-marin, la marine américaine décide de les prendre de vitesse devant et gérer dans le même temps un ouragan. Voilà, ils doivent gérer un ouragan, hein, mes amis, c'est pas loin de... Ils sont pas loin d'arriver à leur problème, hein, en train de se former à la surface. Voilà. Les eaux gardées par l'USS Navy imaginent alors une opération de sauvetage en introduisant une équipe de commandos, voilà, qui se fait appeler donc le SEAL, donc Sahel, à l'intérieur du DEPCOR, une plateforme de forage sous-marine expérimentale réquisitionnée pour l'occasion. La plateforme qui se trouve près de la zone du naufrage repose à 518 mètres en dessous du niveau de la mer. Voilà, donc c'est cette plateforme qui va justement, aide Harris et ses compagnons pour aider le Sahel à récupérer certaines choses dans ce sous-marin. Le docteur Lindsay Bregman, donc la jeune fille, la conceptrice de la plateforme DEPCOR, insiste pour accompagner les 3 militaires lors de leur descente vers la station. Même si son ancien époux Virgil, donc Bud, voilà, donc, qui est joué par Ed Harris, Bregman s'y trouve aussi en tant que contremaître de l'installation
de l'équipe. Le Sahel, commandé par le lieutenant de vaisseau Hiram Kofesi, embarque alors avec l'INSEE à bord d'un Batikaf. C'est ça, hein? Batikaf, waouh, c'est des mots très complexes, hein, j'ai du mal à le dire. Hein. Qui les conduit peu après dans la profondeur marine. Cependant, lors de leur descente, Kofei commence à éprouver des effets d'un symptôme nerveux, des hautes pressions. Voilà, le SNHP, voilà, ses mains se mettent à trembler, mais il cache son état aux autres membres de son équipe. Voilà, donc le militaire qui est censé récupérer les ogives nucléaires, parce que c'est des ogives nucléaires qu'ils vont devoir récupérer, à la tremblote, ayant des profonds, mais il le cache. Et vous savez, souvent quand ce genre de personnes ont des problèmes, après ils peuvent péter les plombs. Et donc, justement, à un moment, une personne qui a ce genre de symptômes ne se contrôle pas et peut créer des problèmes. Après, si nous y prenons pas garde. Voilà. Arrivé à la station d'Epcor, une mission de sauvetage est rapidement mise en place pour se rendre à l'épave du Montana. L'équipe est composée de commandos, comme je vous ai dit, CAL, secondés par les ouvriers de la plateforme dirigée par Bud. Après s'être équipée de combinaisons sous-marines, l'équipe part fouiller le sous-marin échoué. En dépit des vastes recherches menées à bord de l'épave, les ouvriers de la plateforme se rendent vite compte des dépouilles des marins noyés pendant ce temps. Le commando CAL récupère de son côté les codes d'activation des missiles nucléaires du sous-marin. Alors vous voyez, hein, déjà, il n'y a aucun survivant, ils sont tous noyés. Et croyez-moi, vous voyez justement les cadavres. C'était quand même assez impressionnant hein, à l'époque. La suite. Tandis qu'ils explorent l'épave du Montana, plongé dans l'obscurité, Jammer, l'un des hommes de Bud, est témoin d'un phénomène lumineux, inconnu, pris de panique. Il dérègle par accident en se cognant contre une écoutille de l'épave, point. Le mélange d'oxygène de sa bouteille de plongée est en convulsion. L'INSEE, qui suit la mission de sauvetage de près à bord d'un sous-marin de poche aux alentours du Montana, assiste également au phénomène lumineux qui s'attarde quelques secondes après d'elle, attention, puis s'éloigne à une vitesse incroyable vers la fosse des Caïmans. Ensuite, revenu à la plateforme d'Edcor avec l'équipe de secours, l'INSEE fait part de ce qu'elle a vu à l'équipe. Les trois membres du commando CAL évoquent alors une possibilité d'un engin militaire russe. Mais le lieutenant Kofei, apparemment perturbé par ces découvertes, soudain décide de retourner secrètement à bord du sous-marin avec ses hommes pour ramener une ogive nucléaire apparemment au missile Trident du Montana, puis d'armes. L'engin en surface la tempête se déchaîne sur la zone, provoquant la chute de la guilde, de Breakneck Explorer. Le navire qui relie
la station d'Epcor, voilà, donc la grue en fait qui tenait la station, eh ben, s'effondre à cause de la tempête, et vous savez que la station est tenue par une corde, alors imaginez-vous ce qui va se passer. Hein. Voilà, qui est relié à la station d'Edcord à la surface en coulant, la glisse s'écrase juste à côté de la station. Mais commence à glisser dans la fosse vers les profondeurs, emportant avec elle la station toujours accrochée à elle. La descente de la station est miraculeusement stoppée par une masse rocheuse, mais cela endommage la structure. Le Depcor, point. L'eau s'infiltre alors et menace d'engloutir la plateforme. 3 membres du groupe des ouvriers meurent noyés et l'un des 2 finit écrasé par un sous-marin. De son côté, l'INSEE porte secours à Monk, l'un des membres de l'équipe Sahel. Finalement, Bud et ses hommes parviennent de justesse à éviter l'inondation, mes amis. À la suite de l'incident, les communications sont coupées avec la surface et la station est attirée au bord de la fosse. L'équipe de forage se retrouve isolée. De fait, le lieutenant Coffey, isolé de ses supérieurs, devient le responsable militaire de la situation, mais cette tension supplémentaire fait soudainement aggraver son SNHP, rendant le militaire instable et paranoïaque. Ah là là, c'est terrible, non? Alors que les retrouvailles en oxygène avec la surface est rompue, l'INSEE, tandis qu'elle va récupérer des citernes de réserve à l'extérieur de la station, et croise à nouveau le phénomène lumineux inconnu. Lorsqu'elle en fait part aux autres, ceux-ci se montrent sceptiques. Afin d'obtenir des preuves, l'INSEE équipe un petit robot sous-marin d'une caméra vidéo, dans l'espoir de filmer le phénomène, mais ne l'envoie pas immédiatement dans la fosse des Caïmans. C'est alors que le phénomène inconnu se manifeste de nouveau en s'introduisant dans la plateforme par l'accès au sous-marin. Il prend cette fois-ci la forme d'une longue colonne d'eau, comme vous avez pu voir dans l'extra, vivante, qui est fait donc en eau de mer, bien sûr, hein, vivante, qui explore le Depcor, traversant les couloirs de la station jusqu'à arriver dans la zone d'habitation où se trouve l'équipage. Les membres du CRL, contre toute attente, l'entité se montre amicale envers les humains et prend la forme du visage de l'INSEE, puis celle de Bud, dans une tentative pour communiquer avec eux, ou communiquer avec eux. Alors c'est long, hein, mes amis, mais je trouve que le scénario est très intéressant. Le lieutenant Coffey, en proie à la panique, à la vue de la colonne d'eau, ferme une porte étrange sur son trajet. Voilà, c'est-à-dire que l'entité qui s'était montrée amicale, le lieutenant Coffey, qui a des problèmes de tremblote, on va dire, décide de couper l'espèce d'immense verre en eau, je vais appeler ça. Le coupant net, la colonne s'écrase au sol dans une masse d'eau.
À la suite de ce nouvel incident, et sous l'influence de son syndrome maintenant devenu trop voyant, l'officier CEAL craque nerveusement et met les civils en arrêt. Croyant à tort à une menace imminente, il décide ensuite d'attacher un robot sous-marin de l'INSEE, l'ogive nucléaire récupérée dans le Montana, et de l'envoyer le tout au fond de la fosse afin de détruire ce qui s'y trouve. Ce qui serait vraiment stupide, n'est-ce pas? Car imaginez, il déclare la guerre à une espèce extraterrestre, une espèce qu'on ne connaît pas. Hein. On sait hein, que c'est des extraterrestres hein, qui contrôlent l'eau. Mais comme quoi l'inconscience humaine est franchement stupide. Voilà. Alors, détruit ce qui s'y trouve au fond de la fosse. Voilà. Emprisonnés par le commando dans une cabine, l'INSEE et Bud et ses hommes sont ensuite libérés par Jammer, l'ouvrier victime de l'accident de plongée dans l'épave du Montana. Donc il s'agit de l'homme qui a vu justement la lumière étrange. Sorti du coma à l'insu de tout, Bud et l'INSEE prennent alors un sous-marin et poursuit Coffey qui est parti dans un autre engin pour envoyer le robot ainsi que l'ogive dans la fosse des Caïmans. Engageant le combat contre Coffey par la BAI de leur propre engin sous-marin et après une lutte acharnée dans les profondeurs de l'océan, le vaisseau de Coffey bascule soudainement dans la fosse des Caïmans et implose dû à la pression, mes amis. Peu après, à cause de la forte pression qui règne, mais le robot sous-marin détenant l'ogive libérée dans le processeur file alors de lui-même vers les abysses avec la charge nucléaire scotchée dessus, mes amis. Scotché dessus. Voilà. Alors, dans le même temps, Bud et l'INSEE sont menacés de se noyer, car leur sous-marin endommagé au cours du combat prend l'eau à cause d'une brèche dans sa coque. Ne disposant que d'un seul masque de plongée opérationnel, l'INSEE choisit de se laisser noyer volontairement pour tomber en hypothermie, espérant que Bud, meilleur nageur qu'elle, soit en mesure de la ramener à temps à la station pour la réanimer. Avec la tentative de sauvetage, l'INSEE et Bud avouent leurs sentiments mutuels après avoir hésité à sacrifier son ex-femme qui se noie au cours du processus. Bud ramène à la nage le corps de l'INSEE à la station. Entouré de son équipe, il dirige alors un massage cardiaque intense pour réanimer la jeune femme. Finalement, après de longues minutes d'effort, car elle ne revient pas à elle tout de suite, mes amis. C'est un passage qui est très triste et très dramatique. Hein. Moi, je me rappelle de cette scène, elle m'avait marqué à l'époque. Hein. Franchement, c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment cru qu'elle allait y passer, hein, cette femme. Alors, franchement, respect hein, pour cette l'INSEE hein, qui a eu le courage de se noyer hein, pour sauver l'homme qu'elle aime. Hein. C'est incroyable. Hein. Déjà dans les années 89, hein, les femmes étaient déjà des héroïnes, hein, comme Ripley hein, dans Alien, hein, si vous vous souvenez, hein, mes amis.
Voilà, donc c'est d'effort, l'INSEE est sauvée. Et oui, mes amis, elle est sauvée. Mais je me souviens que ce passage est quand même très stressant et on a vraiment peur hein, qu'elle ne s'en sorte pas. Hein. Car c'est quand même un personnage, l'INSEE, dans lequel on s'attache quand même hein, dans ce film. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra et je vous lirai la fin du scénario et notre vidéo se terminera. Allez, un autre extra, pardon, j'allais dire un dernier extra, mais un autre extra et on se retrouve tout de suite après. Bon, il est mignon, hein, ce petit homme des sous-marins, comme on dit, des abysses. Voilà. Alors, petit clin d'œil quand même à E.T., à E.T., pour ceux qui ont connu le film, quand l'alien, l'extraterrestre prend la main de Bud, pour l'emmener justement dans cette immense cité qui est cachée avec des lumières impressionnantes, qui est cachée dans les abysses et qui va remonter, mes amis, de la surface. Donc quand l'immense cité remonte à la surface, qui en fait finalement est un vaisseau spatial mais énorme, aussi grand que les vaisseaux spatials dans Independence Day, et ben tellement qu'il remonte, il remonte la station ainsi que tous les coques des sous-marins et des bateaux qui ont coulé pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même impressionnant. Voilà, donc la suite du synopsis et la fin, mes amis. Après, je ne vous montrerai pas d'autres séquences, ou peut-être, je ne sais pas, je verrai. Ça sera selon mon humeur, comme on dit, même si je suis de très très bonne humeur. Et donc, je vais donc vous lire la suite, et notre émission des contes de la crypte de Fenris se terminera pour ce spécial Abyss. Bud se dévoue ensuite pour se rendre au fond de la fosse des Caïmans afin de retrouver l'ogive nucléaire et la désamorcer. Pour ce faire, il utilise un scaphandre impyramital, amené par un liquide qu'avait ramené le Sahel, utilise pour la plonger en grande profondeur et alimenté en oxygène par ventilation liquidienne, mes amis. S'enfonçant dans les profondeurs de la fosse marine, Bud réussit à atteindre l'ogive et à la désamorcer. Mais hélas, mes amis, la qualité et la quantité
d'oxygène restant devient insuffisante pour qu'il espère remonter à temps et en vie. Il aura fallu plus d'une demi-heure pour descendre à des profondeurs, à plus de 17 000 pieds, hein, mes amis. Hein. Et il lui reste que 5 minutes. Hein. Donc, il est descendu une demi-heure, donc 5 minutes, c'est trop peu. Voilà. Hein, tac, tac, désormais, c'est pas là. Temps de vie. C'est alors qu'une créature lumineuse dont la bioluminance rappelle celle des Béroès, c'est un organisme qui a sous l'eau à des profondeurs, arrive jusqu'à lui et le conduit dans un vaisseau sous-marin inconnu qui se trouve au fond de la fosse. Pendant ce temps, en surface, de gigantesques vagues menacent et hautes de plusieurs centaines de mètres se forment aux abords des côtes du monde entier, mais disparaissent subitement sans faire de dégâts. Étonnant, n'est-ce pas? Il s'avère que ces vagues sont dirigées par les créatures extraterrestres qui ont sauvé Bud et sont comme un message pour prévenir l'humanité de sa propre destruction et pour l'éduquer sur la voie de la sagesse. C'est beau, n'est-ce pas? Et oui, on sait très bien que les hommes du pouvoir, qui ont le pouvoir dans ce monde, n'ont qu'une chose en vie, c'est de faire la guerre. Hein. Question de pognon, question de pétrole. Et moi, ça me sidère, je n'aime pas ça. Regardez notre président de la République, Emmanuel Macron. Il a insisté à faire cette guerre en Ukraine, hein, à fournir des armes, etc. Moi, je n'ai rien contre les Ukrainiens, mais la France a des choses plus importantes à s'occuper que de faire la guerre. Voilà. Quand on voit le nombre de gens qui meurent de faim en France, et que à cause de sa connerie militaire, ça c'est mon avis personnel, les amis, et ben qu'on prenne sur le chômage, sur ceux qui sont au chômage ou les retraités, ça par contre je trouve que c'est inadmissible pour justement rentabiliser l'argent de l'État qui est malheureusement en déficit. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça, mes amis. Voilà, c'était juste une parenthèse et j'avais envie de le dire. Voilà, peu après, le vaisseau sous-marin extraterrestre remonte vers la surface, ramenant avec lui Bud, ainsi que la station d'Epcorp, tout entière. Au temps de la manœuvre, l'équipage et le CEAL, restant sans surprise de constater que ces remontées rapides de profondeur océane ne leur occasionnent pas un accident de décompression qui devrait leur être fatal. Au vu de la profondeur d'où ils viennent, finalement Bud sort du vaisseau extraterrestre, se porte à la rencontre de l'INSEE qui court vers lui, se précipitant l'un vers l'autre pour s'embrasser. Voilà mes amis et mes abonnés, c'est la fin du synopsis détaillé. Alors c'est vrai qu'il y a du spoil, mais même s'il y a du spoil, il faut quand même voir le film car je ne vous ai pas tout dit. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'espère qu'on aura passé une bonne soirée, oui, mais que cela vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes sympathiques et films sympathiques. Et je vous dis à la prochaine sur Fenris TV et prenez soin de vous mes amis et bienvenue à vous les nouveaux abonnés.
Salut, ciao, et à très bientôt. Et bon week-end.